Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être sage et de parler fort de sujets qui nous touchent tous et toutes. Il existe une maladie qui touche sans prévenir, qui change beaucoup de choses chez les personnes atteintes, mais surtout chez leurs proches. Une maladie dite dégénérative à cause de laquelle on en vient à ne plus savoir où l'on est, de ce qu'on a fait il y a 5 minutes, à ne plus reconnaître ses proches, à ne plus se reconnaître soi, à avoir des comportements étranges, incompris. L'Alzheimer en chiffres, c'est environ 1 million de personnes touchées en France. Il s'agit donc de 8% des Français de plus de 65 ans qui seraient atteints en 2020. Par ailleurs, on estime que 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en France. Et encore aujourd'hui, seule une démence sur deux serait diagnostiquée. Mais il y a un sujet encore tabou autour de cette maladie, la question de la sexualité. Et les premières personnes touchées par les problèmes qui y sont liés sont les aidants, les proches de la victime, qui subissent de plein fouet les désagréments liés à cette maladie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christelle Coef, psychologue spécialisée dans la maladie d'Alzheimer, avec qui nous allons parler en long et en large de cette pathologie encore taboue, mais aussi des questions qu'elle soulève. Bonjour Christelle, pour commencer, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Bonjour Marie. Eh bien, je suis psychologue et je suis spécialisée dans la prise en charge et l'accompagnement des personnes âgées. Donc, je travaille dans un milieu hospitalier et aussi avec des associations et des organismes de formation pour professionnels afin de pouvoir toujours réfléchir à un meilleur accompagnement des personnes âgées, en général de plus de 65 ans, avec une moyenne d'âge autour de 80 ans. Voilà. D'accord. Donc tu es psychologue et il t'arrive en tout cas d'avoir affaire au sujet de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que tu peux, bon, on connaît tous plus ou moins ce que c'est, mais je pense que c'est important de recontextualiser. Est-ce que tu peux nous décrire un peu cette pathologie et nous donner quelques chiffres si tu en as? Oui, la maladie d'Alzheimer, en chiffres, comme tu l'as dit déjà en introduction, c'est à peu près 1 million de personnes qui sont touchées en France par cette maladie. Donc, ça quand même représente un pourcentage non négligeable. C'est une maladie qui peut toucher les personnes de 65 ans et plus. Et ça, pour la tranche d'âge de 65 ans, c'est à peu près 3% de cette tranche d'âge. Elle augmente par contre rapidement pour atteindre plus de 20% de la population âgés de plus de 80 ans. Donc les personnes qui ont cette maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative, donc qui va évoluer sur des années, qui peut durer 10 ans, voire même plus, et qui va engendrer différentes difficultés, des difficultés attentionnelles. Au début, c'est des petites choses, hein, c'est mince de pas faire attention. Et puis, au fur et à mesure, la personne va se rendre compte qu'elle a plus de mal à s'orienter dans le temps et dans l'espace. Elle va avoir des difficultés de mémoire. Alors, on a tous des problèmes de mémoire de temps en temps. Et puis, ça nous revient après coup. Tandis que là, la personne, plus ça va, plus elle aura des difficultés à se souvenir parce que elle aura des difficultés à mémoriser. Et donc, ça va entraîner des difficultés dans son quotidien. Donc, ces personnes-là, elles sont plus concernées dans une population autour de 80 ans. Il faut savoir aussi qu'il y a des malades jeunes qui peuvent être touchés, donc de moins de 65 ans en France et partout ailleurs d'ailleurs. Cette maladie d'Alzheimer, elle n'est pas héréditaire, hein. Principalement, il faut savoir qu'elle n'est pas héréditaire dans 99% des cas. Mais il y a un petit pourcentage où il y a un terrain familial et souvent, ce sont les malades jeunes qui sont plus concernés. Donc cette maladie, c'est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire qu'elle va engendrer une mort des neurones dans le cerveau et ça va se faire progressivement et c'est ce qui fait que au début la personne va pouvoir, son cerveau est une superbe machine donc elle va pouvoir compenser jusqu'à un moment où elle n'arrivera plus à compenser et les lésions cérébrales vont engendrer des difficultés dans son fonctionnement dans le quotidien. Voilà, c'est la maladie d'Alzheimer. D'accord, bah écoute, c'est très clair.
C'est une maladie que moi personnellement enfin je connais pas. J'ai heureusement, je touche du bois, aucun de mes proches, n'est concerné, mais effectivement ça touche quand même une grande partie de la population. Alors parmi toi, tes missions, il t'arrive d'animer des groupes de parole destinés aux aidants qui sont, du coup souvent des proches des malades, que ça soit la famille, les conjoints. Quel est le rôle de ces groupes de parole? Alors, accompagner une personne qui est malade de cette maladie d'Alzheimer, ça peut parfois plonger les familles vraiment dans l'isolement et de désarroi parce que alors on entend parler d'Alzheimer, dès qu'on se dit: «Oh là là, je perds la mémoire, ça y est, c'est un Alzheimer qui débute», hein. On pourrait on peut être nombreux, surtout en avançant en âge à se poser la question, mais ça ne touche pas tout le monde. Toutefois, quand une personne est malade, Hem, eh bien, à qui on en parle? D'abord, c'est, le médecin et puis, ensuite, bah, il y a des spécialistes et puis ensuite, comment on fait dans le quotidien pour, surtout pour gérer parce une fois que la diagnostic est posé, c'est bien joli, mais comment on fait pour vivre avec une personne qui perd de plus en plus ses capacités à fonctionner dans son quotidien, qui ne retrouve plus les choses, qui répète plusieurs fois les mêmes, questions, qui n'arrive plus à s'organiser, à prendre des décisions tout seul, qui parfois a des problèmes de langage aussi. Donc ces groupes de parole, ce sont des groupes que France Alzheimer, c'est une association qui est répertoriée, qui est installée sur le territoire français et outre-mer. Et cette association France Alzheimer, elle existe depuis plus de 20 ans et elle propose gratuitement, et ça c'est important aussi, des groupes de parole notamment avec, elle propose aussi d'autres choses, mais elle a mis en place et elle propose des groupes de parole dans les antennes départementales de France Alzheimer, ce qui permet d'être au plus proche des personnes. C'est une volonté aussi de l'association voilà, des groupes de parole, des espaces qui sont réguliers, une fois par mois et qui sont animés par un psychologue et une bénévole, où les personnes qui accompagnent donc des malades peuvent venir et se retrouver avec d'autres personnes qui et oui, vont pouvoir échanger sur leur quotidien, sur leurs interrogations, sur leurs ressentis, sur leur vécu. Donc ça offre vraiment un espace de soutien et d'écoute à l'intérieur duquel les aidants, ils vont se rencontrer et puis ils vont échanger avec des personnes qui vivent plus ou moins, en tout cas sensiblement, les mêmes choses qu'eux, hein. Ça Mmh. permet de rompre l'isolement vraiment et d'avoir des réponses, avoir un soutien et de ressortir là un peu plus, revitalisés, par rapport à ce qu'ils peuvent vivre dans leur quotidien. Et puis à échanger aussi des trucs et astuces. Voilà, donc ces groupes de parole, ils sont à un rythme régulier, une fois par mois. Ça dure 2 heures, psychologue et bénévole et c'est quelque chose qui est libre. Les gens sont libres de venir ou pas, il y a aucune obligation. Mmh, d'accord, ouais, je pense que c'est hyper important, surtout pour les aidants parce que finalement ils ont la place la plus délicate parce que dans une certaine mesure, au bout d'un moment, le malade, je suppose, ne se rend pas forcément compte, de son état. Peut-être que dans les premiers temps, il s'en rend compte, mais, peut-être Oui, plus tard, il s'en rend un petit peu moins compte et c'est du ça. coup, ouais, voilà, ça devient important finalement que les aidants puissent aussi bénéficier d'un soutien parce que c'est eux qui sont sur la 1re ligne, quoi. C'est ça, ils sont quand c'est au sein d'un couple, quand le conjoint ou la conjointe, ou partenaire, est malade, bah, toutes les discussions ou toutes les décisions qu'on prenait d'ordinaire à 2, là maintenant, plus ça va aller, plus la personne qui va aider, va devoir décider seule. Mmh. La personne malade ne pourra plus être en mesure de raisonner et de porter des jugements, adaptés au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Ça va devenir de plus en plus difficile. Donc les conjoints, conjointes, les partenaires, ils se sentent souvent très seuls pour, gérer tout le quotidien et puis quand ce sont les enfants, c'est pareil, ils ils font leur vie, hein. Quand on est enfant, on grandit, on laisse nos parents, on vole de Ouais. nos propres ailes et puis là, bah, on se rend compte que, bah, nos parents,
perdent en autonomie, deviennent plus vulnérables, sont plus en difficulté dans la gestion du quotidien. Et donc, quand parfois on est soi-même parent de nos adolescents, il faut aussi s'occuper de nos parents. Et voilà, c'est une difficulté de vie qui vient de se rajouter. Et tout ça, les personnes, elles ont besoin de pouvoir trouver un lieu, un espace où elles pourront un petit peu déposer les choses et Mmh. se retrouver entre personnes qui comprendront tout à fait ce qu'elles vivent. Voilà. Ouais, je vois. Et Mmh. alors il y a un des sujets, assez tabous de la maladie d'Alzheimer, enfin moi en tout cas c'est une partie de la maladie dont j'avais jamais entendu parler, mais c'est un sujet finalement tabou aussi, de la vieillesse et du sujet âgé, c'est la sexualité. On Oui. parle assez peu de la question de l'intimité dans le cas de la maladie, et pour cause, il s'avère que les malades peuvent développer des comportements déviants en matière de sexualité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des problématiques que rencontrent les malades et les aidants en matière de sexualité? Oui, alors, c'est vrai que la sexualité, c'est un sujet qui reste encore largement tabou aujourd'hui. Quand on parle en plus de la sexualité des personnes âgées, alors bon, on a un peu l'impression de cumuler les sujets, délicats à aborder. Si à ça on rajoute la maladie d'Alzheimer, voilà, ça commence à faire beaucoup. Déjà dans le cadre d'un vieillissement normal, il faut savoir que le désir perdure toute la vie, hein. Ça, c'est quelque chose qui reste. Ce sont les moyens de réalisation qui baissent. Voilà. Mais Mmh. ça n'empêche que la sexualité, elle ne s'arrête pas parce qu'on arrive à 65 ans et que notre société dit que maintenant nous sommes des retraités et nous sommes du côté des personnes âgées. Donc, néanmoins, parler de sexualité et de vieillissement, c'est pas quelque chose déjà qui est facilement abordé. Et la maladie d'Alzheimer, oui, elle peut avoir et elle va avoir des conséquences sur la sphère affective, l'intimité et la sexualité de la personne et du couple. Avec la maladie d'Alzheimer, quand les personnes ont conscience de leurs difficultés, au début, ça peut engendrer des syndromes, des symptômes dépressifs, hein, le fait de se rendre compte de ces difficultés. Donc, quand on est déprimé, déjà, on sait bien que la libido baisse. On a Mmh. moins de désir de façon générale. Et puis, ça, c'est en lien avec la dépression. Donc ça se prend en charge. Et puis la maladie, effectivement, elle va avoir un impact un peu qui va au-delà de la dépression, c'est que souvent, on observe une tendance à l'apathie, à un stade léger à modéré de l'évolution de la maladie. Les personnes, elles deviennent apathiques, c'est-à-dire que il n'y a plus trop d'élan vital, elles ont plus forcément envie, elles ont ce qui les intéressait avant les intéresse plus. Et donc, que ce soit les sorties, les visites, les relations sociales, les petits-enfants et encore plus la libido, la sexualité, tout ça, ça ne les intéresse plus. Mmh. Donc ça, c'est ce qu'on observe le plus souvent. Il y a une perte d'intérêt pour les choses, les centres d'intérêt, y compris le sexe. C'est le comportement le plus fréquent que l'on observe. Et à contrario, on peut par contre parfois, alors c'est plus rare, mais ça arrive quand même, à l'inverse, voir des personnes qui ont des comportements complètement désinhibés, avec des besoins sexuels accrus, qui vont être très sollicitants auprès de leur partenaire, mais pas seulement, parfois aussi auprès de d'autres personnes qui peuvent avoir des propos déplacés, des remarques ou des propos crus, déplacés, parfois des comportements inadaptés et avec une sollicitation comme ça, un besoin sexuel qui est hyper développé et qui n'est pas facile, l'un comme l'autre, qui n'est pas facile à accepter et à tolérer. Alors quand la personne est dans l'apathie, c'est moins bruyant. Mmh. Quand la personne est désinhibée, là, ça l'est beaucoup plus et là, c'est dérangeant pour le partenaire et puis c'est dérangeant pour toutes les personnes aux environs. Et donc ça, c'est les principales ce que peut engendrer la maladie d'Alzheimer sur le comportement, le caractère sexuel, le comportement sexuel. À minima,
les troubles cognitifs qu'engendre la maladie vont aussi engendrer donc des problèmes de mémoire et même s'il n'y a pas des comportements comme ça désinhibés ou de l'apathie qui va venir s'installer, déjà on peut voir que, quand même il y a des relations sexuelles qui perdurent dans le couple et que la maladie est présente, eh bien par exemple ça va se traduire par, l'homme ou la femme qui pourra avoir une sexualité active, mais qui va oublier les préliminaires, par exemple. Hein, tout ce qu'il y a autour de l'acte sexuel, eh bien, bah, tout ça, ça va disparaître. Donc, bah, c'est quand même pas non plus évident parce que, Mmh. on a tous besoin d'une mise en condition la plupart du temps. C'est quand Mmh. même, voilà, c'est quelque chose qui participe à l'acte et bah, là, on va voir que les personnes, vont être surprises parce que les préliminaires qui étaient là auparavant ne sont plus là. La personne va plus prendre le temps de caresser l'autre, il y aura plus d'initiative de cet ordre-là. Ou alors, à contrario, quand la personne est plus sur un versant désinhibé, là par contre, elle pourrait proposer d'autres pratiques qu'elle n'aurait jamais osé auparavant, par exemple. Et c'est là où on va voir que bah, il y a quelque chose de l'ordre de l'inhibition, soit à contrario quelque chose de la désinhibition, où il y a une perte du contrôle habituel sur les actes et sur les sentiments, et ce qui va faire que les barrières et les interdits vont sauter, quoi. Et Mmh. donc, dans le couple, bah, le partenaire peut être étonné, dans un sens comme dans l'autre, parce que bah, la personne avec qui il a pu avoir des relations depuis des années ou depuis longtemps, bah là, devient complètement différente dans l'intimité et ça peut générer des sentiments un peu, parfois de frustration quand la personne n'a plus envie, elle peut se sentir, rejetée, elle peut se sentir coupable de son propre désir et de ses propres besoins, ou de son absence de désir aussi quand l'autre le sollicite trop ou être gêné de cette demande ou être agacé aussi de cette surdemande, si je puis me permettre et voilà, c'est la maladie d'Alzheimer, oui, a un impact sur la libido et sur la sexualité des personnes. La question que je me pose, c'est dans quelle mesure est-ce que le malade réalise, est-ce qu'il prend conscience que son comportement sexuel est problématique? Parce que effectivement, tu le disais un petit peu au départ, il y a plusieurs stades dans la maladie. Je suppose qu'il y a les débuts où c'est très léger, puis plus tard où ça vient complètement handicaper la personne dans ses décisions, dans ses mouvements, etc. Mais est-ce que le fait d'en parler avec le malade, est-ce qu'il peut travailler sur ces difficultés ou est-ce qu'entre guillemets, il n'y a rien à faire? Alors, c'est vrai que d'abord, c'est pas quelque chose c'est des comportements qui vont s'installer au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Donc c'est pas quelque chose qu'on retrouve spontanément dès le début de la maladie, hein. Faut savoir que, l'évolution d'une maladie d'Alzheimer, ça peut s'installer sur 8 à 10-12 ans, hein. Donc Mmh. c'est pas quelque chose qui spontanément se pose. Mais, en parler avec les personnes, c'est pas toujours évident parce que alors, il faut en parler, ne serait-ce que pour que le partenaire voit que les choses sont abordées ensemble, ne pas qu'il n'y ait de non-dits ou de choses cachées ou de choses qui pourraient devenir honteuses. Néanmoins, la maladie d'Alzheimer engendre des troubles cognitifs. Elle engendre des troubles du raisonnement et du jugement. Ce qui fait qu'une personne qui est dans l'apathie, par exemple, elle peut entendre les remarques de l'autre, mais elle pourra pas faire autrement, hein. C'est comme, elle n'est plus armée, elle perd sa capacité justement à raisonner et à s'adapter et donc avoir un comportement adapté à une situation. Donc, on pourra lui en parler, mais c'est pas pour autant qu'elle sera en mesure de changer. Mmh. Elle Mmh. va répondre les troubles cognitifs s'installent, tout ce qui est pensée, réflexion commence, à s'altérer. Par contre, tout ce qui est ressenti et qui vient du corps, hein, les besoins, les pulsions, le ressenti, les sentiments, tout ça par contre, ça reste préservé. Et la sexualité, les besoins sexuels, hein, ça fait partie des besoins de base de tout à chacun. Et donc, ce besoin,
il est d'abord, on le ressent physiquement ce besoin, hein, quand on a envie de quand on ressent le besoin de ça, on il y a quelque chose qui se passe intérieurement, physiquement et la personne, elle va répondre à ça, hein mais raisonnablement adapter son comportement en fonction d'autrui, en fonction de la société, là, par contre, elle va être plus en difficulté. Donc on peut en parler. Au début, la personne, elle a souvent une conscience douloureuse, hein, de ces pertes de capacité et parfois d'ailleurs, elle ne veut pas en parler. Parfois l'entourage, a du mal à aborder le sujet, craint d'en rajouter un peu. Pour autant, je pense que et on est plusieurs à penser que vaut mieux en parler, en tout cas proposer d'en parler, parce que ça permet de ne pas être dans le non-dit, de pas faire comme s'il ne se passait rien. Ne pas faire comme si on ne voyait pas qu'il y avait un souci et parce que ça, c'est souvent bien délétère. Mais quand la personne parfois n'a pas conscience de ses troubles, là, c'est plus l'entourage qui est en difficulté. Il Ouais. arrive parfois que les personnes soient dans la non-conscience, non-reconnaissance de leurs difficultés et là, on aura beau discuter, bah, elle n'entendra pas, hein, n'entendra pas qu'elle est malade puisque pour elle, elle n'est pas malade, elle a aucun problème. Voilà, donc là, ça pose difficulté. Néanmoins, ces comportements qui peuvent être, inadaptés dans le cadre de la sexualité, ou même dans d'autres domaines d'ailleurs, mais ça va être passager. C'est pas quelque chose qui va s'installer et qui va durer, tout le temps de l'évolution de la maladie. Mais ce sont quand même des passages qui sont difficiles à vivre, pour la personne quand elle Ouais, en a ouais. conscience et pour l'entourage, le conjoint et l'entourage, ouais. Ouais, ouais, mais c'est sûr, mais oui, donc en fait, finalement, on a beau en parler, ça résout pas le problème de fond qui est que la maladie s'installe quand même et il y Mmh. a pas grand-chose à faire. Hem, mais est-ce que face à l'apathie, dans le cas où c'est de l'apathie, est-ce que, face à cette apathie ou d'ailleurs, enfin, que ça soit de l'apathie ou de la désinhibition, est-ce que l'aidant peut agir concrètement? Alors, quand la personne est plus dans l'apathie, il faut savoir que déjà, ce n'est pas une personne qui va s'ennuyer. Parce que parfois les personnes, elles ont l'impression qu'elle est posée là et elle fait rien, elle doit s'ennuyer. Non, elle ne s'ennuie pas forcément, hein. C'est surtout que, ce qui l'intéressait avant ne l'intéresse plus, mais il y a pas forcément c'est pas forcément synonyme d'une souffrance, en plus. Comme dans l'ennui où là on est: «Oh là là, je sais pas quoi faire» et cetera. Donc, quand la personne est dans l'apathie et qu'elle va pas spontanément aller vers l'autre et qu'elle va pas spontanément, être dans la démonstration d'amour ou d'affection, eh bien, on peut quand même préserver la tendresse, même si son désir est émoussé, on peut le guider dans les gestes de l'amour, on peut l'aider s'il a oublié justement les gestes, qui sont associés à tous ces préliminaires et à tous ces moments d'intimité. On peut prendre l'initiative de jeux qui permettraient d'être des préludes au rapport et être dans la tendresse et l'affection. Mais c'est vrai que ça va demander au partenaire d'être actif, hein. Elle ne pourra plus attendre que ce soit l'autre qui vienne vers lui ou elle. Ça va être à lui ou elle d'aller vers la personne malade. Quand par contre la personne est plus désinhibée, alors là c'est un petit peu différent dans le sens où, bah, si le partenaire peut répondre à ses besoins sexuels, et ben, ma foi, la question ne se pose pas. Parfois, on peut voir que, ils y répondent et puis les retours que je peux avoir de personnes, c'est, bon, d'accord, au début, je disais: «Oui», mais il y a eu un moment où c'était trop. Enfin, puis moi j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres choses à régler, à gérer, lui ou elle, hein, ne gère plus rien et moi je suis fatiguée et je peux pas répondre toujours à ses besoins sexuels. Donc des fois, il y a un sentiment où ils se sentent, un peu harcelés par l'autre et ils ne veulent plus ou ils ne peuvent plus répondre aux besoins de l'autre. Donc là, c'est pareil, il va falloir se poser des questions parce que une personne qui, par exemple, a un comportement désinhibé et parfois, ça peut être mal interprété quand parfois l'exemple d'un monsieur qui est dans la rue là et puis, avec, sa conjointe et puis qui va pour se déshabiller.
bah, c'est quand même pas du tout adapté, hein. Donc si il y a eu un caractère sexuel accru, des besoins sexuels exprimés auparavant, les questions vont se poser en se disant mais mince quand même c'est pas adapté, ils se déshabillent dans la rue, il y a des comportements de désinhibition, enfin voilà, on crie, enfin ça inquiète. Parfois, c'est pas forcément le cas. Parfois, ça n'a rien à voir avec la sexualité. C'est juste qu'il a envie d'uriner et que voilà, il a envie donc il le fait maintenant. Voilà, hein, il y a plus de convenance sociale. La désinhibition, c'est ça aussi. Il y a plus de filtre, il y a plus de convenance sociale et donc du coup, j'ai envie de faire pipi, je vais faire pipi maintenant. Voilà, tout simplement. Hein, je vais plus attendre, me poser la question, et cetera. Et ça n'a rien à voir, si j'enlève mon pantalon à ce moment-là, ça n'a rien à voir avec un caractère sexuel. Donc ça veut dire que l'autre doit aussi se poser des questions parfois sur les comportements qu'il peut observer. Parfois aussi, une hyper sollicitation à caractère sexuel, ça peut aussi cacher une grande anxiété. On n'est pas sans savoir que faire l'amour et avoir des orgasmes, ça a quelque chose de très plaisant et de très relaxant aussi sur le plan physique, corporel. Hein, ça détend et ça libère plein de bonnes endorphines. Et donc une personne qui est anxieuse et qui a la maladie d'Alzheimer, parfois, tout dépend aussi de son passé, de sa façon de gérer les choses, mais ça pourrait être aussi le moyen à disposition qu'elle a trouvé, alors qui s'exprime de façon pas toujours très adaptée, mais une façon de répondre à une anxiété qui est intérieure là et qui pareil aussi peut être très très physique, hein. Quand on est anxieux, on sent bien physiquement la boule au ventre, on se sent pas très bien et voilà. Et pratiquer un acte sexuel à ce moment-là, ça permettrait de se détendre. Sauf que la personne, finalement, elle exprime cette anxiété par un comportement qui va être qualifié de trouble du comportement, parce que un caractère sexuel inadapté et des comportements inadaptés, parce qu'elle ne sera plus capable finalement de dire et d'expliquer et d'exprimer clairement, raisonnablement, de façon compréhensible, qu'elle est anxieuse. Ouais. Voilà, les troubles cognitifs vont faire que elle va plus être capable de dire je suis anxieuse pour ci, pour ça, je suis préoccupée. Par contre, ça va se traduire par un comportement qui va être qualifié d'inadapté Mmh. et notamment à caractère sexuel. Vous Ouais, voyez? d'accord. Ouais. Voilà. Mmh. Donc l'autre va avoir besoin de patience et de comprendre aussi tout cela, de Ouais. pouvoir mettre des mots en tout cas sur tout ça. Oui, d'où l'importance d'être, entouré et d'avoir le moyen d'exprimer, Oui, notamment à travers les groupes de parole ou même des séances de psy, pour oui. pouvoir justement en parler parce qu'on doit quand même se sentir vachement seul dans cette situation. Et oui, bah oui, et puis en plus, vu que la sexualité déjà d'office, Ouais, ça a un caractère plutôt tabou, à qui je parle de ça quoi ouais, c'est clair. quand, mon mari, qui a, 80 ans, me sollicite matin, midi et soir pour faire l'amour, voilà donc à qui j'en parle quoi? Enfin, Ouais, ouais, c'est pas c'est pas évident. évident. C'est pas un sujet qui est facilement abordé, même au sein des groupes de parole, mais au moins il y a un espace disponible si on Ouais. veut aborder le sujet. Mais alors, bon, du coup, on en a un petit peu parlé, mais c'est vrai que la sexualité, c'est un élément hyper important dans le bien-être psychique et physique, des personnes. Mmh mh. Quand il y a perturbation de la sexualité au sein d'un couple, quelles en sont, selon toi, les conséquences? Alors, la difficulté, c'est déjà tout dépend du couple et de quelle place la sexualité prenait déjà au sein de ce couple-là, avant, par le passé. Et ensuite, c'est comment continuer souvent les préoccupations, c'est comment continuer à démontrer mon amour à l'autre. Parce Mmh. que, si la sexualité était quelque chose d'important dans une démonstration de l'affection qu'on a et de l'amour qu'on avait pour l'autre, quand la personne malade est sur un versant apathique, voilà. Comment je fais? Il va falloir apprendre à lui exprimer autrement, à trouver des équivalents, des compromis éventuellement, hem, à partager autrement, mais il va falloir apprendre
Voilà. Et puis le conjoint aussi, il a 75 ans, 80 ans, il va aussi lui devoir apprendre à exprimer et à fonctionner autrement, donc c'est pas quelque chose qui va de soi. Ça peut être une source de frustration aussi pour la personne. Ça peut être une question aussi au début quand on comprend pas forcément ce qui se passe et que l'apathie s'installe, que la maladie d'Alzheimer n'est pas forcément diagnostiquée. On voit bien qu'il se passe quelque chose, mais quand le diagnostic n'est pas encore posé ou que la personne ne connaît pas forcément ce que peut engendrer cette maladie. Moi, j'ai entendu des personnes qui m'ont dit, après coup, qui se sont dit, mais en fait, moi, je me suis posé la question, il n'avait plus envie de moi, il venait plus vers moi, il me disait plus que, il m'appelait plus ma petite puce comme avant, mais je me suis demandé s'il n'avait pas une maîtresse, mais pourtant il sortait Ouais. pas, je comprenais pas. Voilà, ça c'est des préoccupations, peu importe l'âge, hein. Les conséquences, c'est que, il se pose des questions, je me dis: «Mais est-ce qu'il m'aime encore, quoi?» Voilà, est-ce qu'il y a encore vu qu'il y a plus de démonstration, et cetera. Donc ça, c'est oui, il y a des perturbations au sein du couple. Il peut y avoir aussi, quand la personne, peut être désinhibée, c'est pareil, il peut y avoir, une colère qui s'installe, une incompréhension, un rejet aussi. Il peut y avoir des séparations aussi, hein, à cause de à cause de cette maladie d'Alzheimer, pardon, qui engendre ces troubles du comportement parfois. On peut voir parfois des personnes, alors il y a beaucoup plus de divorces, aujourd'hui, plus qu'avant, même dans la population à un âge plus avancé, hein, aujourd'hui. Mais, mais voilà, on sent bien que, quand les personnes ont des comportements inadaptés, les partenaires sont en souffrance. Ils sont en souffrance parce qu'ils sont en colère contre leurs compagnons, en colère contre la maladie, en colère contre le monde entier, contre le corps médical. Ils sont fatigués, ils sont épuisés. Ils ont beau comprendre, savoir que c'est à cause de la maladie, mais ils peuvent se sentir, oui, en colère et en même temps coupables de ressentir cette colère-là envers leur proche qui est malade. Donc c'est des sentiments qui sont un peu mélangés. Il y a parfois cette question de l'infidélité aussi qui peut se poser. Bon moi je vais rester, je suis là, je m'occupe de mon conjoint, de ma conjointe, mais j'ai quand même besoin d'affection, j'ai quand même besoin d'amour, j'ai quand même besoin de tendresse, j'ai quand même besoin de relations sexuelles et peut-être que si mon mari ou ma femme ne peut plus me l'offrir et peut-être que je vais trouver ça ailleurs, mais je resterai quand même pour prendre soin de lui ou d'elle. Il y a des couples où les partenaires, se disent soit: «Je suis mariée pour le meilleur et pour le pire et je vais prendre soin de lui, d'elle, je vais m'en occuper et je vais tout faire pour lui et pour elle», jusqu'à parfois aller dans des soins du corps qui ne se posaient pas avant. C'est-à-dire que quand la personne est malade, avec l'évolution de la maladie d'Alzheimer, parfois, les personnes n'arrivent plus à prendre soin d'eux, mais même physiquement, ça peut être des difficultés à À à se prendre laver? une douche, à se Ouais. laver, par exemple, ouais. Utiliser une douche, régler l'eau chaude, l'eau froide, arrêter les robinets, et cetera. Ça, on l'a appris tout ça quand on était enfant, hein, à faire les choses de façon ordonnée. Et puis, là, les personnes désapprennent ça et donc finissent par parfois ne se lavent plus. Alors, soit minimisent en disant: «Oh, j'ai pris une douche aujourd'hui, enfin hier, j'en prendrai une demain», hein. Ils essayent Mmh. d'éviter, de banaliser, de minimiser. Enfin, la conséquence, c'est que moi, j'ai déjà une dame qui m'a dit, qui m'a rapporté que, son mari se lavait plus et elle lui a dit: «Écoute mon coco, si tu refuses d'aller te laver, moi je fais chambre à part, hein». Voilà. Comme ça, c'était clair. Donc il y a tout ça aussi, il y a des partenaires qui vont aussi, être dans le soin jusqu'à aller aider leur conjoint, conjointe à faire leur toilette jusqu'à leur toilette intime, hein. Et puis il y en a d'autres qui, au contraire, refusent d'être dans ce rapport au corps, dans ce rapport aux soins du corps de l'autre et qui veulent rester homme ou femme, conjoint, conjointe, mais qui refusent. On dit: «Moi, c'est hors de question que je donne la toilette, à mon mari ou à ma femme», voilà et donc voilà, donc ça cette maladie d'Alzheimer, elle vient perturber vraiment le couple vraiment dans son intimité physique, sexuelle,
mais aussi physique vraiment dans la relation aux soins du corps. Mmh. Donc c'est vraiment Oui, complexe. donc c'est vraiment, Mmh. une maladie qui a des conséquences, assez dramatiques, surtout pour les aidants finalement qui se retrouvent dans une situation où, soit ils restent et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir, pallier, au manque, que peut causer la maladie, soit ils disent: «Bon, ben, j'en ai rien à faire et je m'en vais». Heu, mais, dans les 2 cas, ça doit être hyper compliqué de voir aussi, son ou sa partenaire, se dégrader et ne rien pouvoir faire parce qu'il y a aucun médicament qui existe, finalement. Non, alors c'est vrai qu'actuellement, il y a pas de traitement curatif. Les chercheurs continuent de chercher, hein. Mais il n'y a pas de traitement curatif. Néanmoins, il y a quand même des choses à faire, hein. Mmh. Il y a des traitements symptomatiques. Quand la personne déprime parce que elle se rend compte de ses difficultés, etc., la dépression, elle est à prendre en charge. Si la personne est anxieuse, c'est pareil, on peut faire quelque chose pour la détendre. Ça peut être des traitements médicamenteux, mais ça peut être aussi tout l'environnement, hein. Vu qu'ils perdent leur capacité cognitive, mais ils sont toujours beaucoup dans le ressenti des choses, s'ils sont dans un environnement où leur conjoint ou leurs proches sont le plus sereins possible et le plus détendus possible, ils le seront aussi, hein, ça aura Mmh. une bonne influence sur eux. C'est vrai que la maladie évolue et que oui, pour l'instant, on arrive un peu à la freiner, mais on ne l'arrête pas. Ça nécessite pour le partenaire et ça l'oblige à gérer le quotidien, à anticiper l'avenir. On est parfois dans ce qu'on appelle un deuil blanc, c'est-à-dire qu'il faut faire le deuil de choses ou d'une personne alors qu'elle est encore là. Ouais, ouais, je vois. Et voilà. Et ce qui est difficile aussi, c'est que il y a plein de choses qui peuvent être vécues encore et heureuses et partagées. Néanmoins, la personne a à s'adapter quasiment au jour le jour. C'est-à-dire que ce qui va fonctionner aujourd'hui pour, l'aider, dans son quotidien, ce qui va fonctionner aujourd'hui va ne peut-être pas fonctionner demain. Donc, il faudra toujours s'adapter à un changement. Ce qu'on met en place aujourd'hui et ce qui fonctionne, et demain, dans une semaine, dans un mois, hop, il faudra changer. Et donc, les personnes aussi, les compagnons aussi, eux aussi, ils ont leurs âges, ils ont leur peut-être leurs bobos, leurs difficultés aussi. Et ils ont en plus à penser et à anticiper et à gérer pour leurs compagnons. Donc Mmh. souvent le risque aussi, c'est attention, c'est qu'ils s'épuisent, qu'ils s'en rendent pas compte, qu'ils dépassent les limites qu'ils se sont posées. Moi, j'entends plein de personnes qui me disent: «Moi, de toute façon, cette maladie, je sais qu'elle évolue, mais à partir du moment où je devrais l'aider pour la toilette, par exemple, là, ce sera terminé. Je ferai les démarches peut-être pour avoir des aides à domicile ou Mmh. peut-être que je penserai à le faire entrer dans une institution parce que ça, c'est ma limite». Et finalement, le temps passe, les choses évolue et cette limite, elle est repoussée encore et encore et encore et parce que nous aussi, on est capable de s'adapter et d'accepter beaucoup et donc mais le risque toujours, c'est l'épuisement de l'aidant, hein et c'est Ouais. pour ça que ces groupes de parole aussi existent, pour essayer de les préserver au maximum ou avoir un lieu pour leur dire: «Attention, rendez-vous compte de tout ce que vous faites, de tout ce que vous gérez. Est-ce que vous pensez à vous de temps en temps? Est-ce que vous prenez soin de vous aussi?» Hein, parce que Mmh. sinon, si vous prenez pas soin de vous, qui va prendre soin de votre proche si vous, vous n'en êtes plus capable ou Ouais. vous n'êtes plus en mesure de le faire, quoi, hein? Mmh. Voilà. Et puis on parle du conjoint, mais c'est vrai que, les enfants aussi, par exemple, les enfants sont grands maintenant, mais ils sont déjà âgés eux-mêmes. Comme je disais, ils ont peut-être leurs ados encore à la maison. Il y a des fois aussi des renversements des rôles, hein, les positions de force changent. Voilà, ce qui le père patriarche avant, qu'on ne contrariait jamais, qui maintenant a des difficultés, cognitives et qui n'est plus dans cette position de force, il peut y avoir des renversements, des retournements de position où c'est l'enfant qui là, va du Ouais, coup qui être en prend, position de force et qui va décider, par nécessité, hein, mais parfois aussi qui va imposer des choses. C'est un mélange
de règlement de compte parfois, de culpabilité, de souffrance, de petites joies, d'abandon, d'adaptation. C'est vraiment complexe. C'est vraiment une maladie qui touche quelqu'un, mais qui touche aussi tout le système familial, le Ouais, couple ouais, et ouais. le système familial. Voilà. Oui, oui, mais c'est sûr qu'en plus, finalement, les aidants se retrouvent dans une situation qu'ils n'ont évidemment pas choisie. Oui. Ils ont, bah, toutes les conséquences de la maladie sans Mmh. forcément avoir toujours, les réponses adaptées parce que comme c'est une maladie encore taboue, on n'en parle pas énormément. Je suppose que, c'est encore compliqué de trouver des structures adaptées et cetera. C'est pas forcément évident et puis on n'ose pas forcément aussi, se tourner vers les bonnes personnes. Mmh. Donc mais toi, quels conseils tu pourrais donner aux aidants, justement pour les aider à surmonter ces difficultés? Alors c'est vrai que cette maladie, elle se voit pas. Quand on a une personne qui se casse une jambe et qu'elle a la jambe dans le plâtre, on lui demande pas de courir, hein. Alors que, cette maladie d'Alzheimer, comme les autres maladies, dites apparentées, elle ne se voit pas. Donc du coup, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer déjà à la personne malade elle-même, si elle est en mesure de vouloir l'entendre, parce que ça, c'est encore autre chose. Il faut l'expliquer aux proches, aux conjoints et aux familles pour qu'ils puissent s'adapter au comportement que les troubles cognitifs vont engendrer. Et, et il faut leur expliquer aussi parce que elles vont rencontrer le jugement des autres. Voilà. Quand je prenais l'exemple là de ce couple avec le monsieur qui se déshabille dans la rue pour aller faire pipi, bah, l'autre, il y a des gens autour, hein, il faut expliquer, enfin on est gêné, il peut y avoir des sentiments de honte, de gêne et de honte. Il y a pas de honte à avoir, hein. La Mmh. personne, elle a pas choisi d'être malade. L'autre est à côté et va l'accompagner, mais il y a pas utilité de se rajouter de la honte en Mmh. plus de toute la souffrance que ça peut engendrer. Donc vraiment, il faut pouvoir l'expliquer aux personnes pour qu'elles puissent mieux comprendre les choses, déjà. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Qu'est-ce que ça peut entraîner? Comment elle va évoluer? Quelles sont les difficultés qu'ils vont pouvoir rencontrer? Mais aussi quelles sont les choses qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent mettre en place pour que ça se passe le mieux possible. Ne pas rester seul, vraiment, ne pas s'isoler, ça c'est vraiment le plus grand risque. C'est parce que, bah, voilà, avant on avait plein d'amis, on sortait entre amis, on faisait des parties de cartes, à 2 avec 2 ou 3 autres couples et puis, bah, parce que, la personne malade, soit elle a plus envie, soit au contraire, elle fait toujours des remarques, inadaptées ou Mmh. déplacées, bon, bah, on va limiter les sorties et les soirées cartes entre amis et la conséquence, c'est que bah, on s'isole de plus en Mmh. plus socialement et le conjoint aussi s'isole, hein, donc il voit plus personne, ou moins en moins de personnes, il discute avec de moins en moins de personnes, il se fragilise lui aussi, il s'épuise lui aussi. Donc vraiment, ne pas rester seul, ne pas s'isoler, ne pas avoir honte de cette maladie. L'association France Alzheimer notamment propose des groupes de parole, mais propose aussi des formations pour les aidants. Il y a d'autres D'accord. organismes qui proposent ce genre de formation pour les aidants, mais France Alzheimer propose cette formation pour les aidants, pour justement leur expliquer tout ça et puis répondre à des choses, assez concrètes. Les troubles du comportement, qu'est-ce que c'est? L'entrée en institution, bah, comment on fait? Qu'est-ce qui doit être préparé, pensé? Tout ce qui peut être, autour voilà, les troubles cognitifs en eux-mêmes, quels sont-ils? Qu'est-ce que ça veut dire? Et cetera. Avoir, plein de connaissances générales et puis, ça reste des formations qui sont gratuites aussi, encore une fois Ouais, ça et ça c'est bien. permet de voilà, c'est important et ça permet de mettre du sens sur ce qui se passe, hein et quand on met du sens, quand on réfléchit, quand on apporte de la connaissance et du sens sur les choses, bah, ça permet de s'éloigner un petit peu du ressenti et du vécu, hein. Il y a un mouvement comme ça entre le ventre où on est dans le ressenti, dans le vécu, enfin dans le sentiment et
l'élaboration, la réflexion, le sens qu'on va y apporter, où là, on monte vers le cerveau. Vous ne me voyez pas là, mais je fais ce mouvement d'ascenseur là qui permet de s'éloigner un petit peu du coup, à un temps en tout cas, de pouvoir s'éloigner un petit peu du ressenti et pour pas être dans une trop grande souffrance parce que, parce que il y a encore plein de choses à partager avec l'autre. Mais faut-il encore continuer à prendre soin de soi et pas être Mmh. continuellement dans une souffrance. Mais je Voilà. pense que même, bon là on parle de la maladie d'Alzheimer, mais je pense que d'une manière générale, dans toutes les pathologies où l'aidant a un rôle à jouer de soutien, d'aide, Oui, de support, je pense que dans toutes les maladies, il y a ce risque de s'oublier, il y a ce risque bien sûr. de se laisser dépasser et d'oublier en fait de prendre soin de soi et Mmh. je pense que finalement c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de pathologies. Bien Enfin, sûr. mmh, Bien sûr, bien sûr. Oui, 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 oui et c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur la personne malade, mais parfois on oublie, le proche mmh, et qui est lui aussi en souffrance et qui parfois ne s'autorise pas en plus à dire qu'il est en souffrance, hein, bah parce oui, que quand même c'est pas lui qui est malade, c'est l'autre, voilà mmh, et donc des fois il s'auto-censure en s'oubliant, en se mettant de côté parce qu'il se sent pas légitime à exprimer cette mmh, souffrance parce que bah, lui, c'est pas lui qui est malade. oui. Néanmoins, on a bien remarqué que, ils s'épuisent aussi et ils ont aussi, eux, besoin d'être soutenus pour pouvoir soutenir. Ouais, c'est sûr. Et Ouais. est-ce que, là, ça fait quand même plusieurs années, je sais pas exactement combien, mais ça fait plusieurs années que tu travailles dans ce milieu-là. Est-ce que tu vois une évolution, dans la prise en charge de la maladie? Peut-être une meilleure prévention, un meilleur diagnostic? Est-ce qu'il y a, et puis, bon, là, est-ce qu'il y a la possibilité quelque part, mais j'ai peu d'espoir, mais je pose la question quand même, est-ce qu'il y a moyen d'améliorer les symptômes? Alors déjà, oui, il y a une évolution dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer parce qu'il y a déjà une meilleure connaissance par le grand public, hein. Il y a quand même plus de dépistage aussi qui sont réalisés. Il y a une plus de sensibilisation, du grand public et puis aussi de notre gouvernement. Alors il y a l'association France Alzheimer notamment fait et porte-parole de toutes ces personnes-là auprès du gouvernement. Il y a des actions qui sont mises en place dans les associations départementales, par les bénévoles, par les professionnels. Bon, mais néanmoins, ça reste quand même le constat, c'est qu'il y a beaucoup de personnes que moi je rencontre dans le cadre de l'association France Alzheimer me disent mais en fait, au début, on m'a dit que, mon partenaire, mon conjoint, ma conjointe avait possiblement cette maladie d'Alzheimer, m'ont posé un diagnostic et après c'était tout, quoi. Après ils me disaient pas comment faire, comment ça allait évoluer et cetera. Donc il y a toutes ces personnes-là qui finalement, malgré toute cette sensibilisation au grand public, concrètement ne savent pas vers qui se tourner, vers où se Mmh. tourner pour avoir des réponses pour le quotidien. Parce que c'est bien beau d'avoir un diagnostic, mais après on en fait quoi? Comment on fait pour vivre avec ça? Et là, il y a encore beaucoup de progrès à faire, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de personnes aussi qui sont dans l'errance du diagnostic, qui ne sont pas diagnostiquées et il se passe des années avant que vraiment quelqu'un leur dise: «Bah oui, il est probable que ce soit une maladie d'Alzheimer». «Ah bon, d'accord. Alors c'est peut-être pour ça maintenant que j'y repense que, Mmh. il y a 1 an déjà, il m'avait fait une crise parce qu'il retrouvait pas ses clés et qu'il m'avait accusé de les avoir prises alors que non, il les avait rangées, mais si bien rangées qu'il les retrouvait pas». Enfin, voilà, des petites choses comme ça qui, bah, après on fait ce qu'on peut, on fait pas toujours ce qu'on veut, mais parfois les gens eux-mêmes banalisent, minimisent, mettent de côté. Ils se disent: «Non, mais bon, il prend en âge, c'est la vieillesse, c'est normal qu'il ait des problèmes de mémoire» et parfois non, il y a une errance, il y a un retard au diagnostic qui est encore, assez présent. Alors oui, il y a pas de traitement curatif comme je disais aujourd'hui, mais en tout cas on peut agir sur les symptômes, vraiment, hein et on peut, participer à, déjà les symptômes ils sont pas fixes, ils peuvent, répondre à des réponses médicamenteuses, à des traitements médicamenteux, mais aussi, comme je disais, à des réponses non médicamenteuses, comme tout ce qui va être un environnement serein, des personnes formées autour d'eux qui vont pouvoir, mieux comprendre et adapter leur relationnel
à une personne malade d'Alzheimer et ce qui permettra d'améliorer les symptômes. Une personne qui est anxieuse et qui fait les 100 pas tout le temps, par exemple, si vous la laissez dans son appartement enfermée, elle va s'agiter continuellement. Si par contre, et elle va pas être capable de vous dire pourquoi elle est agitée ou pourquoi elle est anxieuse, mais elle va s'agiter, ça va déranger, ça va être dérangeant. Par contre, si plutôt que de lui donner un traitement, si tous les jours, si elle est capable de marcher, de se déplacer, ben, on s'organise pour aller faire un tour dans le parc d'à côté ou dans le quartier, et ben voilà, peut-être que Ouais. ça va l'apaiser, hein, parce que cette anxiété-là, elle a besoin de s'exprimer. Ça passe par la marche, par une agitation motrice. Et ben si on anticipe et que tous les jours, peut-être 2 fois par jour, on va faire un tour de quartier ou dans le parc d'à côté, et ben ça va participer à apaiser la personne, hein. Et là, il y a pas besoin de médicaments. Voilà, ça répondra à son anxiété, ça l'apaisera. Donc on apprend on peut répondre aux symptômes, mais c'est vrai que pour l'instant, donc on peut les améliorer, on peut mettre en place des choses, mais tout ça, ça s'apprend aussi. Voilà, Ouais. il y a des choses, on y pense de soi, et puis parfois, on a besoin qu'on nous les rappelle, surtout quand c'est nouveau, surtout quand on ne connaît pas tout ça. Et voilà, on a parfois besoin d'aide et de l'entendre. Et est-ce que, je sais pas où est-ce que j'avais déjà vu ça, mais il existe, tu sais, des exercices, de mémorisation, de calcul et cetera. Est-ce que ça a vraiment un intérêt de faire ce genre d'exercice-là avec l'âge pour, ralentir l'apparition de ce genre de soucis, ou ça ne sert à rien? Alors si, ça sert, on peut pas dire que ça ne serve à rien. Néanmoins, on vieillit comme on a vécu. C'est-à-dire que si toute notre vie on s'est intéressé à des choses, on a été dans le relationnel, voir des amis, faire des sorties, aller, je sais pas, au musée, faire des expos, voir un concert, se promener, avoir une activité physique et faire travailler son cerveau, eh bien, déjà, tout ça, ça peut participer à préserver Ouais, l'arrivée et la déclaration de la maladie d'Alzheimer, déjà. Parce que toutes ces activités-là, physiques, intellectuelles, relationnelles, eh ben, vont participer à multiplier les connexions neuronales dans notre cerveau, à engendrer une certaine plasticité. Et quand la maladie d'Alzheimer va venir, ça va pas l'empêcher de venir si elle doit être présente, mais néanmoins, on va en voir les effets plus tardivement. Voilà. d'accord, ouais. Voilà. Donc ça, c'est important. Mais c'est vrai que si on commence, par contre, si on n'a jamais fait d'exercice de stimulation de la mémoire, parce que la mémoire, on s'en sert tous les jours, hein, en fait, hein, mais si Mmh. vraiment on n'a jamais pris l'habitude de faire travailler sa mémoire et que à 80 ans, à 75 ans, on vous propose des exercices, alors oui, ça va avoir un intérêt dans le sens où on fait quelque chose, où on valorise la personne, où ça lui permet de se rendre compte qu'elle est quand même capable de faire des choses, hein, qu'elle n'est pas que en difficulté. Donc ça, c'est important. Et de voir, parfois lui proposer de faire quelque chose, ça veut dire aussi qu'on peut faire quelque chose. Néanmoins, ça va permettre de maintenir, ça peut permettre de maintenir, mais ça n'empêchera pas de toute façon Ouais. la maladie de continuer à évoluer. Voilà. Malheureusement, oui. Mais Ouais. est-ce que, toi, en tant que psychologue, est-ce que tu aurais un message à transmettre à toutes les personnes qui nous écoutent et qui s'inquiètent, peut-être des conséquences de la maladie d'Alzheimer? Que ça Oui, soit les aidants comme les patients? oui, alors déjà, bon, la recherche est active, hein, pour au moins limiter l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Il y a des choses qui sont prometteuses, et voilà, donc faut pas se désespérer. Après, c'est vrai qu'un diagnostic précoce peut permettre des fois de mettre un nom sur des situations, sur des vécus, sur des symptômes, pour éviter après coup, se dire: «Oh là là, j'aurais peut-être pas dû, ah mais je savais pas, c'était peut-être à cause de ça». Voilà, s'épargner aussi de toute culpabilité, parce que ça, c'est quelque chose que souvent les proches se rajoutent, et c'est une souffrance supplémentaire. Peut-être dire les choses,
Hein, si partager les choses avec la personne malade, hein, la personne malade au début, elle est capable de se rendre compte. Elle n'est pas toujours dans la non-reconnaissance de ses difficultés et puis, c'est la principale concernée, donc elle est partie prenante. Donc à elle aussi d'être, consultée au maximum pour qu'elle se sente impliquée et qu'elle se sente pas exclue, rejetée ou parfois honteuse de ses propres difficultés. Et puis l'association France Alzheimer, vraiment, j'insiste, elle est présente sur tout le territoire français et sur les DOM-TOM, hein. C'est à peu près, 101 associations qui est disponible à proximité. Il y en a forcément une dans votre département. Donc regardez sur le net, appelez et puis vous aurez, des entretiens, gratuits, psychologiques avec des psychologues. Vous aurez quelqu'un pour vous orienter, pour vous donner de la documentation, pour vous dire tout ce qui est disponible à proximité de vous sur votre territoire pour pouvoir ne pas rester seul. Hein. Parce que comme je disais, cette maladie, elle va pas toucher qu'une personne, elle va vraiment toucher tout un système familial. Et donc vraiment, il faut apprendre à vivre avec, parce qu'il y a de belles choses qui peuvent toujours être vécues. Hein. C'est pas, ça va évoluer certes, mais sur des années, et il y a plein d'autres choses qui vont pouvoir être vécues. Quand une personne malade d'Alzheimer et qu'elle n'a plus la mémoire, et qu'elle n'arrive des fois plus à trouver ses mots pour parler, on va plus pouvoir échanger avec elle comme avant et tenir de longs discours, faire de grands débats. Mais on peut peut-être se poser et écouter la musique qu'elle aimait avant et qu'elle aime toujours. Mmh. Je sais pas, partager un moment où on va écouter, je sais pas, un morceau de jazz parce qu'elle aimait ça. Et ça peut être un moment agréable aussi. Hein. C'est un moment de partage aussi, mais autrement. Voilà, donc tout ça, ça peut être vécu, mais ça nécessite de réapprendre à partager avec l'autre différemment. Voilà. Mmh. Oui, je vois, c'est tout un apprentissage où finalement, c'est repenser la vie différemment avec cette pathologie qui a, malheureusement des effets, définitifs, Ouais, sur la manière de raisonner de la personne. ouais. Ça demande, je pense, une très grande force de résilience pour les aidants d'accepter, de pas pouvoir agir en fait concrètement, enfin de pouvoir agir à leur hauteur, mais sans que ça puisse guérir l'autre en fait. Oui, il y a plein de petites victoires, voilà. Il y a Mm. plein de petites victoires dans le quotidien, mais c'est vrai mais sur le long terme, bon, ça évolue. Ça, on peut pas le nier, ça évolue, mais il y a quand même plein de petites victoires. Mm. Comme toujours, j'ai une dernière question que je pose à chaque fois. Que t'évoque la phrase "Sois sage et parle fort"? Ah! Alors moi, j'ai entendu sage, ça veut pas dire être effacé, vraiment. Et donc ça veut dire, pouvoir quand même se donner les moyens de s'exprimer, parler. Et aussi, j'ai entendu nul besoin de crier pour se faire entendre. Voilà. Mais Mm. surtout ne pas se taire. Voilà. Ouais, Voilà pour moi ce que ça veut dire. Sois sage et parle fort. ben, merci. J'aime toujours écouter les interprétations de chacun et chacune. C'est toujours hyper intéressant. Et l'idée, c'était vraiment de parler fort sans avoir honte de sujets qui Ouais. peuvent parfois déranger. Ouais. Je pense que c'est hyper important pour dédramatiser justement, et Ouais. c'est notamment le cas de la maladie d'Alzheimer. Mmh. En tout cas, je te remercie d'être venu. J'espère que cet épisode aura intéressé les personnes qui nous écoutent, d'en savoir un peu plus sur cette maladie, de la dédramatiser aussi. Donc c'est certes, très handicapant, mais ça n'est pas une fin en soi. Donc voilà, je mettrai le lien vers le site de France Alzheimer pour que les personnes puissent, si elles en ont le besoin, se renseigner. Mmh mh. Donc Merci. voilà, merci encore d'être venu. C'est jamais facile de parler derrière un micro, c'est jamais évident. Ouais. Et je souhaite à tous et à toutes une très très belle journée. Et surtout, n'oubliez pas, soyez sages, un peu, mais parlez fort.